Je peux faire marcher à nouveau ton père, dit le jeune mendiant à la femme riche sur la route poussiéreuse. Camille Dubois freina brusquement, immobilisant brutalement la voiture. Son cœur battait fort tandis qu'elle observait à travers le pare-brise le garçon pieds nus qui pointait du doigt son père, Bernard, assis sur le siège passager de son fauteuil roulant. Comment cet enfant en haillons pouvait-il savoir que Bernard était malade? Je peux faire marcher à nouveau ton père, répéta le garçon en s'approchant de la fenêtre ouverte avec une détermination surprenante pour quelqu'un qui n'avait pas plus de 10 ans. Camille jeta un coup d'œil à son père, qui avait détourné le visage, évitant son regard. Cela faisait 3 ans que Bernard Dubois avait perdu l'usage de ses jambes depuis le jour où il avait appris la faillite de l'entreprise familiale. Petit, sors de la route, lança Camille en redémarrant le moteur. S'il vous plaît, madame, insista le garçon en pressant ses petites mains sales contre la vitre. Écoutez-moi juste une minute. Je sais que monsieur Bernard n'a pas de fracture, dit doucement l'enfant. Il a arrêté de marcher parce qu'il était trop triste. Camille se figea. Ce détail n'avait jamais fait la une des journaux. Les médecins avaient été clairs, aucune blessure physique n'expliquait sa paralysie. Bernard avait simplement perdu l'usage de la marche après avoir découvert que son associé, Philippe Martin, avait détourné des millions de dollars de l'entreprise de construction familiale. « Comment le sais-tu » demanda Camille en baissant la vitre. « Mon grand-père était physiothérapeute » répondit le garçon. « Il vivait ici, dans la communauté. Avant de mourir, il m'a appris que parfois, les gens arrêtent de marcher, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils n'ont plus envie d'essayer. » Bernard regarda enfin le garçon. Ses yeux bleus croisèrent le regard sombre et brillant de l'enfant. « Tu crois vraiment pouvoir réussir là où les meilleurs médecins de Paris ont échoué » lança Camille, même si quelque chose dans la voix du garçon la fit hésiter. « Je ne promets pas de miracle, madame, mais je peux essayer. Mon grand-père m'a laissé des exercices à faire avec les gens. Ça ne coûte rien d'essayer. » Camille observait son père dehors, dans la poussière ensoleillée, il manifestait de l'intérêt pour la première fois depuis des mois. Bernard hocha légèrement la tête. « Comment t'appelles-tu, mon enfant ? » « Lucas, madame. J'habite dans la communauté du Jardin de l'Espoir. » Camille reconnut le bidonville de la banlieue lyonnaise où elle avait grandi avant que son père ne bâtisse son empire immobilier. Elle n'y avait pas mis les pieds depuis des décennies. « D'accord, dit-elle. Tu peux venir chez nous demain matin, mais juste une fois, compris ? » Le visage du garçon s'illumina, révélant un sourire édenté. « Merci, madame. Monsieur, ça va marcher. » Le lendemain matin, Camille attendait dans le salon lorsque la gouvernante, Yvette, l'avertit, « Madame, il y a un enfant sale qui demande à entrer. » « Je lui ai dit que nous ne recevons pas de mendiants. »« C'est le garçon d'hier, » dit Camille. « Laissez-le entrer. » Yvette revint quelques minutes plus tard avec Lucas, paraissant encore plus petit dans la grandeur du manoir, serrant un vieux sac en toile. « Bonjour, madame Camille, » dit Lucas en soulevant le sac. « J'ai apporté les affaires de mon grand-père. » « Quel genre de choses » demanda Camille. Lucas vida le sac sur le sol, d'étranges morceaux de bois, des rouleaux de cordes, des balles en caoutchouc et ce qui ressemblait à un cahier cabossé. « C'étaient les outils de mon grand-père » expliqua-t-il. Il disait qu'on n'avait pas besoin de gadgets sophistiqués pour aider les gens. Camille conduisit Lucas dans la chambre de son père, au rez-de-chaussée, aménagée après l'accident. Bernard était allongé dans son lit, les yeux rivés au plafond. « Papa, Lucas est là pour faire les exercices, » dit doucement Camille. « Bonjour, monsieur Bernard » salua Lucas en inclinant respectueusement la tête. « Êtes-vous prêt à commencer ?» Bernard se tourna vers le garçon, et quelque chose changea dans ses yeux, peut-être ému par la simplicité ou la sincérité de l'enfant, et il hocha fermement la tête. Lucas a commencé par des exercices de respiration doux, puis a guidé de simples mouvements de bras, parlant avec l'aisance d'une personne bien plus âgée que lui. Mon grand-père disait toujours que lorsqu'on est trop triste, on oublie même qu'on a un corps. Alors le corps oublie comment fonctionner. Pendant 2 heures, Lucas a guidé Bernard à travers des étirements doux et des massages, démontrant des techniques qui semblaient affinées par l'expérience professionnelle. « J'ai senti des picotements » murmura Bernard, les premiers mots qu'il prononçait depuis des jours. « C'est bien, monsieur Bernard » l'encouragea Lucas. « Ça veut dire qu'il se réveille. » Lorsque la séance s'est terminée, Camille a accompagné Lucas jusqu'à la porte. « Lucas, où habites-tu exactement » demanda-t-elle. « Sous le pont, avec les autres garçons » répondit-il. Le cœur de Camille se serra.
Le garçon qui avait donné à son père son premier espoir depuis des années vivait dans la rue. Et ta famille, s'aventura-t-elle? Je n'ai pas de famille, madame. Ma mère est partie quand j'avais 6 ans, alors je suis allé vivre chez mon grand-père. Il m'a tout appris, mais il est mort l'année dernière. La manière douce avec laquelle Lucas a dit « mort » au lieu de « décédé » a profondément frappé Camille. « Tu peux revenir demain » dit-elle. « Bien sûr, madame » répondit Lucas. « Je prendrai bien soin de votre père. » Au cours des semaines suivantes, Lucas arrivait chaque jour à la même heure, muni de sa trousse à outils improvisée. Yvette, autrefois réticente, commença à lui laisser des encas dans la cuisine. Lors des séances, Lucas partageait des témoignages de résilience de sa communauté, Madame Moreau, qui avait remarché après un AVC, ou Monsieur Laurent, qui avait retrouvé l'usage de sa main après un accident du travail. Mon grand-père disait que le corps est comme une petite plante, raconta Lucas à Bernard un après-midi. Si on n'en prend pas soin, il se fane. Mais si on en prend soin, il repoussera toujours. Lentement, Bernard commença à bouger. D'abord un mouvement d'orteil, puis un léger tremblement des chevilles. Camille observait depuis la porte, l'espoir mêlé d'incrédulité. « Comment as-tu appris tout ça, Lucas » demanda-t-elle un jour. « J'ai regardé mon grand-père travailler » a-t-il dit. Il ne savait ni lire ni écrire, mais il avait un don pour les gens. Il disait que pour guérir le corps, il faut d'abord guérir le cœur. Au fil du temps, Bernard a commencé à poser des questions sur Lucas. Les jours où le garçon manquait les cours à cause de la pluie ou de ses obligations communautaires, il frappait à la porte de Camille. « Madame Camille, puis-je vous demander quelque chose » demanda Lucas un après-midi. « Bien sûr. Pourquoi Monsieur Bernard est-il si triste? Qu'est-il arrivé à l'entreprise » Camille hésita où elle s'était confiée uniquement aux avocats. « Un homme en qui mon père avait confiance a volé presque tout l'argent de l'entreprise. »« Et cet homme est en prison » demanda Lucas. « Non » admit Camille. « Il a été assez malin pour faire croire que c'était mon père qui l'avait fait. » Lucas assimila cela en silence, ses yeux sombres reflétant une sagesse qui dépassait son âge. « C'est pour ça que Monsieur Bernard se sent coupable, dit-il doucement. Ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est de la culpabilité. » Camille fut frappée par la perspicacité du garçon. Cette nuit-là, elle resta éveillée, les simples paroles de Lucas résonnant dans son esprit. Peut-être se sentait-elle aussi coupable de ne pas avoir remarqué plus tôt la trahison de Philippe. Le lendemain, au cours de leur séance, Bernard a bougé ses orteils sur commande, le premier mouvement moteur volontaire qu'il ait effectué en 3 ans. « Vous avez réussi » s'écria Lucas en bondissant de joie. « Vous avez réussi, Monsieur Bernard. » Des larmes coulaient sur le visage de Bernard. Camille, qui l'observait depuis la porte, pleurait aussi. « Veux-tu dîner avec nous ce soir, Lucas » demanda Camille. « Je le ferai, madame » dit-il poliment. Pendant le dîner, Lucas mangea tranquillement, même si Camille le remarqua en train de glisser des morceaux de pain dans sa poche. « Tu peux apporter de la nourriture à tes amis » dit doucement Camille. Lucas rougit. « Merci, madame. Mathie est malade et n'a pas pu manger aujourd'hui. »« Combien de garçons vivent avec toi » demanda Camille. « Il y a Mathie, 8 ans, Thomas, 15 ans, Antoine, 12 ans, et Hugo, 7 ans, répondit-il. Son cœur souffrait pour les 5 enfants qui vivaient dans la rue pendant qu'elle gaspillait de la nourriture dans son manoir. « Veux-tu rester ici ce soir » proposa Camille. « Je ne peux pas, madame, dit Lucas en secouant la tête. Ils ont besoin de moi. Alors, envoyons-leur de la nourriture, dit Camille. Yvette, prépare un grand panier. Lorsque Lucas est parti avec 2 sacs de provisions, Camille a senti quelque chose changer en elle, une résolution de prendre soin de plus que de sa propre famille, inspirée par la compassion et le courage d'un petit garçon. Au cours des jours suivants, Bernard fit des progrès constants. Il parvint à remuer les orteils, à plier légèrement les genoux et même à sentir la douce caresse de Lucas sur ses jambes. Un après-midi, Lucas se tourna vers Camille. « Madame Camille, j'ai quelque chose à vous dire. »« Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Hier, j'ai vu un homme rôder autour de chez vous. Il portait un costume plutôt costaud et conduisait une voiture noire. Il est resté de l'autre côté de la rue pendant 20 minutes, à observer. » Un frisson parcourut Camille. Sa description correspondait parfaitement à celle de Philippe Martin. « Lucas, dit-elle d'une voix tremblante, si tu revois cet homme,
préviens-moi tout de suite, d'accord? D'accord, madame. Il a l'air dangereux. Le soir même, le téléphone de Camille sonna. C'était la banque. Une offre avait été faite pour le manoir bien en dessous de sa valeur, avertirent-ils, mais la seule offre viable compte tenu des dettes de la famille. Camille serra le combiné. Qui est l'acheteur? Un investisseur nommé Philippe Martin, répondit le conseiller. Il dit connaître votre famille et vouloir vous aider. Camille raccrocha, les mains tremblantes. Philippe était de retour, prêt à porter le coup de grâce. Le lendemain, elle l'annonça à son père. Le visage de Bernard pâlit, les progrès des dernières semaines semblaient s'évanouir. Il veut aussi notre maison, murmura Bernard. On ne le laissera pas faire, papa. On trouvera une solution. Il n'y a pas de solution, Camille. Il a gagné. Cet après-midi-là, pendant la thérapie de Bernard, Lucas remarqua un changement chez le vieil homme. Monsieur Bernard semble différent aujourd'hui, dit-il doucement. Camille prit Lucas à part et lui expliqua l'appel bancaire en termes simples. Lucas écouta, absorbant chaque mot. Puis il leva les yeux. Et si tu n'avais pas à vendre? Et si la maison rapportait de l'argent au lieu de le vider? Camille fronça les sourcils. Je ne te comprends pas. Dans mon quartier, poursuivit Lucas, Madame Petit a transformé son local en école de cuisine. Les gens paient une petite somme pour apprendre, et tout le monde est content. Alors tu me proposes de transformer ce manoir en école de cuisine? Je propose quelque chose comme ça, mais pour des gens comme ton père. Un endroit où ils pourraient venir se ressourcer. Ils paieraient un peu, et tu les aiderais à guérir. L'idée lui est venue si simplement qu'elle a failli rire. Pourtant, plus elle y réfléchissait, plus elle prenait tout son sens. Tu crois vraiment que ça pourrait marcher? J'en suis sûr, dit Lucas, les yeux brillants. Je connais tellement de gens dans la communauté qui n'ont pas les moyens de payer des médecins coûteux, mais qui pourraient payer un petit supplément. Cette nuit-là, le sommeil l'envahit avec une vision, le manoir grouillant de monde, les rires et la vie résonnant dans ses couloirs. Mais à l'aube, la réalité l'atteignit en personne. Philippe Martin se tenait à la grille. « Camille, ma chère, dit-il avec un sourire exercé tandis qu'Yvette le faisait entrer. « Que veux-tu ici, Philippe? Je suis venu avec une proposition généreuse. Je sais que votre famille a des difficultés financières. » Il déposa une enveloppe sur la table basse. À l'intérieur se trouvait son offre à peine la moitié de ce qu'il devait. Le cœur de Camille se serra. C'est une blague. Il se pencha en avant, la voix froide. C'est la réalité, ma chère. Tu n'as pas le choix. On a le choix, dit Camille en se levant. On ne vendra pas. Le sourire de Philippe se figea. Sans cette vente, tu perds tout. Au moins, comme ça, tu gardes quelque chose. Sors, murmura-t-elle. Tu as une semaine pour reconsidérer ta décision, après cela, cette offre disparaît. Une fois parti, Lucas émergea de derrière le rideau. C'est l'homme que j'ai vu, dit-il. Il avait l'air très méchant, ajouta doucement le garçon. Cet après-midi-là, Lucas demanda s'il pouvait amener des amis à la séance de Bernard le lendemain. Camille hésita. La présence d'étrangers chez moi me met mal à l'aise. S'il vous plaît, Madame Camille, supplia Lucas. Juste pour vous montrer que ça marche. Si ça ne marche pas, je ne vous le demanderai plus jamais. Bernard, resté silencieux, prit enfin la parole. Laissez-le faire, ma chère. Ça pourrait me faire du bien à moi aussi. Le lendemain matin, Lucas arriva avec 3 visiteurs, Madame Loy, une femme voûtée d'une 60aine d'années, Monsieur Dupont, un homme d'âge moyen aux bras raides, et Élodie, une jeune femme qui boitait. Ils ont besoin d'un traitement spécial, expliqua Lucas. Dans le jardin, sous l'œil attentif de Camille, Lucas les guidait à travers des exercices doux adaptés à chaque besoin. Respirez profondément, Madame Loy, puis soulevez lentement votre jambe blessée, leur conseilla-t-il. Monsieur Dupont, essayez de plier légèrement votre petit doigt. Élodie, transférez votre poids sur votre jambe valide et laissez l'autre reposer. Bernard, en fauteuil roulant, s'est joint au groupe, suivant les indications claires de Lucas. Au bout de 2 heures, chacun des invités a montré des progrès modestes mais significatifs. Madame Loy a pu supporter davantage sa jambe blessée. Monsieur Dupont a bougé 2 doigts immobiles depuis des mois. Élodie a fait quelques pas sans boiter.
Comment te sens-tu? Demanda Camille. C'est mieux, dit Madame Loy. Je ne me suis pas senti comme ça depuis une éternité. Lucas a un don, ajouta Monsieur Dupont. Il nous fait croire que nous pouvons nous améliorer. Plus tard, assise à côté de son père, Camille lui demanda, « Qu'est-ce que tu en as pensé, papa ?» Ça m'a aidé de voir les autres se battre aussi, a dit Bernard, les yeux brillants. Je me suis senti moins seul. Lucas sourit. Mon grand-père disait toujours que le secret n'est pas dans les mains, mais dans le cœur. Si tu veux vraiment aider, tu trouveras un moyen. Ce soir-là, Camille a appelé son avocat. Peut-on légalement transformer le manoir en centre de réadaptation? C'est possible, répondit l'avocat, mais il faudra des permis, des assurances, des adaptations structurelles. Combien ça va coûter? Au moins 200 000 €. Camille raccrocha, découragé. Le lendemain, Lucas arriva avec 5 autres personnes. Ces exercices s'étaient répandus. Madame Camille, a-t-il déclaré après la séance, ils veulent tous payer une petite somme 20 € par séance. Ils apprécient ce qu'ils reçoivent. Camille a fait le calcul, 14 clients par jour, 5 jours par semaine, soit 1 500 € par semaine. Pas une fortune, mais suffisant pour l'essentiel. D'accord, Lucas. On essaie. Dans les jours qui suivirent, Camille posa les fondations du premier centre de réadaptation communautaire de Lyon. Elle transforma la salle de bal du manoir en salle de sport, acheta le matériel de base et établit un planning. Yvette, autrefois réticente, commença à préparer du thé et des collations légères pour les patients. Bernard, pour la première fois depuis sa paralysie, avait un objectif précis, aider Camille, apprendre les techniques de Lucas, et même lui faire des suggestions. L'un de nos invités, a-t-il dit un après-midi, pourrait avoir besoin de plus de conversations et de moins d'exercices physiques. Au bout d'un mois, le centre comptait 30 personnes sur sa liste d'attente. L'état des patients s'améliorait nettement, et la nouvelle du miracle se répandit dans toute la région. En observant le hall animé, Camille crut enfin pouvoir sauver la maison de sa famille après tout. Philippe Martin réapparut à la grille, observant l'agitation parmi les plantes en pot et les massifs improvisés. « Je vois que vous avez transformé votre maison en une sorte de clinique publique », remarqua-t-il d'un ton empreint de dédain. Camille se redressa, époussetant ses mains. « J'en ai fait une entreprise légitime », répondit-elle d'une voix ferme malgré la boule au ventre. « Une entreprise », s'exclama Philippe d'un rire rauque et creux. « Vous n'avez pas le permis d'exploiter une clinique. Savez-vous ce qui se passe si quelqu'un se blesse ici ?» Il marqua une pause, croisant les bras comme pour soupeser sa réponse. Des gens ont porté plainte. Et ce n'est même pas le pire, vous devez encore rembourser chaque centime que votre père a volé à mon entreprise. Mon père n'a rien volé, murmura Camille, la colère brûlante dans ses yeux. Et tu le sais. Prouve-le-moi, le défia Philippe, la lèvre retroussée. En attendant, tu as 72 heures pour accepter mon offre, sinon j'intente une action en justice. Quelle action? Demanda Camille, refusant de détourner le regard. Je peux signaler votre clinique illégale aux autorités sanitaires. Je peux intenter un procès pour recouvrer mes pertes et saisir vos biens. Je peux faire de votre vie un enfer. Lorsque Philippe se retourna et s'éloigna, Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle avait placé tous ses espoirs dans ce centre de réadaptation, et celui-ci ne lui semblait plus qu'un fragile château de cartes. Ce soir-là, elle s'est confiée à son père. Philippe a peut-être raison, a-t-elle dit, la voix baignée de larmes. On devrait peut-être accepter son offre. Jamais, répondit Bernard avec une fermeté que Camille n'avait pas entendue depuis des années. Nous ne confierons pas notre maison à ce scélérat. Mais alors, comment allons-nous légaliser la clinique? D'où viendra l'argent? Bernard resta silencieux un long moment. Puis il lui fit signe de s'approcher. Camille, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Elle s'affala sur la chaise à côté de lui, se préparant. Philippe n'a pas seulement volé l'entreprise, il a falsifié des documents pour faire croire que j'avais détourné les fonds. Comment le sais-tu? Demanda-t-elle, le souffle coupé. J'ai les originaux, dit-il en ouvrant une petite boîte. Je les ai cachés sur un compte bancaire qu'il ne retrouvera jamais. Le cœur de Camille battait fort. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'avais honte, admit Bernard, les yeux baissés. Honte de lui avoir fait confiance, d'avoir laissé notre famille souffrir. Mais te voir prendre soin de tant de gens,
voir Lucas redonner espoir à cette maison, j'ai envie de me battre à nouveau. Le lendemain matin, Camille prit rendez-vous avec un avocat. Mais à son arrivée, Philippe était déjà là, flânant dans la salle d'attente avec un sourire suffisant. « Ah, Camille, ronronna Théil. Le docteur Rousseau me parlait justement de votre projet de poursuivre d'anciens clients. » L'avocat s'agita, mal à l'aise. « On pourrait peut-être régler ça à l'amiable ?» Camille reconnut l'intimidation, Philippe avait dû le menacer ou le soudoyer. Elle se redressa. « Ne vous inquiétez pas, docteur Rousseau. Je vais trouver un autre avocat. » « C'est stupide, dit Philippe en s'avançant. Tu ne peux pas gagner contre moi. Accepte mon offre et mets fin à cette farce. C'est toi qui joues, rétorqua Camille. Et je vais te le prouver. À son retour, Lucas l'attendait dans le jardin, l'inquiétude se lisant sur son jeune visage. Madame Camille, il s'est passé quelque chose de grave aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Un fonctionnaire municipal est venu. Il a dit avoir reçu une plainte selon laquelle vous opérez sans autorisation. Il reviendra demain avec une équipe pour fermer le centre. Camille sentit son monde se brouiller. Annule tous les rendez-vous de demain, dit-elle à Lucas, la voix tendue. Mais, Madame Camille, protesta Théil, les gens dépendent de ces séances. Madame Moreau marchait pour la première fois depuis 2 ans, je ne peux pas risquer qu'il nous ferme. Cette nuit-là, Camille dormit à peine, hantée par chaque patient abandonné. À l'aube, elle trouva Lucas déjà en train de rassembler des tapis d'exercice dans l'herbe humide de rosée. « Je t'ai dit d'annuler, gronda Théil doucement. « Oui, oui, dit-il. Mais j'ai eu une idée. Et si aujourd'hui on ne faisait payer personne? Et si on appelait ça simplement des amis qui font du sport ensemble dans le jardin? » Camille ouvrit la bouche, mais avant qu'elle puisse répondre, ses premiers amis apparurent, Madame Leroy, puis Monsieur Dupont, puis Élodie. En quelques minutes, 15 personnes se tenaient sous la glycine en fleurs. « Lucas nous a parlé de tes problèmes, dit Madame Leroy d'une voix ferme. Nous sommes venus te soutenir. Nous ne voulons pas que le centre ferme. C'est le seul endroit où le traitement fonctionne réellement, a ajouté Monsieur Dupont. Débordée, Camille ne put qu'acquiescer tandis que Lucas menait la séance avec une autorité sereine. À leur arrivée, les inspecteurs municipaux ne trouvèrent rien d'illégal, juste des voisins faisant des exercices bénévoles dans un jardin privé. « Vous dirigez une clinique non autorisée ?» a demandé l'inspecteur principal. « Non, monsieur », répondit Camille. « Nous sommes juste un groupe qui fait de l'exercice ensemble. »« Et qui est responsable ?»« C'est moi, » dit Lucas en s'avançant. « J'ai appris de mon grand-père et j'enseigne gratuitement à tous ceux qui le souhaitent. » L'inspecteur jeta un coup d'œil au garçon de 10 ans, visiblement perplexe. « Vous facturez des frais ?»« Pas du tout, » intervint Madame Leroy. Madame Camille fournit même du thé et des encas. Chacun apporte sa bouteille d'eau et sa serviette. Sans infraction à signaler, les inspecteurs repartirent bredouille. Lorsque la dernière voiture s'éloigna, Camille serra Lucas dans ses bras. « Tu as été brillant, » murmura-t-elle. « Mon grand-père disait qu'il y a toujours un moyen d'aider les gens, il suffit d'être créatif, » sourit Lucas. Mais la victoire fut de courte durée. Le lendemain, Philippe revint avec une convocation. Il poursuivait Camille pour calomnie et diffamation, l'accusant d'avoir répandu des mensonges à son sujet. « Je réclame 1 million d'euros, déclara-t-il, le sourire glacial. Même en vendant votre maison, vous ne pourriez pas payer. Vous mentez, prouvez-moi que j'ai tort. » Tandis que Philippe s'éloignait, Camille s'affala dans l'herbe et pleura, épuisée par ce combat contre celui qui avait toujours le dessus. Lucas s'assit à côté d'elle. « Madame Camille, puis-je vous raconter une histoire ?» Elle hocha la tête, les larmes continuant de couler. « Mon grand-père m'a parlé d'un homme puissant qui dirigeait leur village. Il imposait des impôts cruels, expulsait tous ceux qui ne pouvaient pas payer et rendait la vie misérable à tous. Puis un jour, une nouvelle famille est arrivée. Au lieu de le combattre, ils ont organisé des projets communautaires, nettoyage des rues, réparation des maisons, garde d'enfants. Petit à petit, les gens ont compris qu'ils n'avaient plus besoin du tyran, ils étaient là les uns pour les autres. L'homme s'est retrouvé seul et a fini par partir. » Camille regarda Lucas. « Tu veux dire qu'on ne devrait pas combattre Philippe, mais construire quelque chose de trop solide pour qu'il puisse le détruire? » « C'est vrai, » sourit Lucas. Ce soir-là, Camille et son père veillèrent tard, épluchant de vieux papiers. « Regardez ça, »
dit Bernard en lui tendant une pile de contrats et de relevés bancaires. Philippe a signé ça sans ma permission. Il a falsifié ma signature et a détourné des fonds vers des comptes dont vous ignoriez l'existence. Le pouls de Camille s'accéléra. Pourquoi les as-tu cachés? J'attendais le bon moment, dit Bernard, le regard déterminé. Et je crois que ce moment est arrivé. Le lendemain matin, ils s'envolèrent pour Paris afin de rencontrer un nouvel avocat, loin de l'influence de Philippe. Le docteur Lemoine examina les preuves, les sourcils froncés. C'est de l'or, dit-il. Philippe n'a pas seulement volé l'entreprise, il a commis de multiples crimes fédéraux. Quel genre de crime? Demanda Camille. Falsification de documents publics, escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison. Et que devons-nous faire maintenant? Je vais déposer plainte aujourd'hui, a répondu le docteur Lemoine. Philippe tentera de négocier dès qu'il verra que nous avons des preuves. Quel genre d'accord va-t-il proposer? Insista Camille. Il proposera probablement de rendre l'argent en échange de l'abandon des poursuites. Devrions-nous accepter? Se demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à son père. Ça dépend, dit Bernard doucement. Tu veux de l'argent, ou la justice? Camille marqua une pause, la résolution se renforçant. Je veux les deux. Cet après-midi-là, son téléphone sonna. C'était Philippe son premier appel depuis des années. Il faut qu'on parle, dit-il d'une voix inhabituellement basse. Rien à discuter, répondit Camille, se préparant à la bataille à venir. De quel genre d'arrangement parlons-nous? D'un arrangement où je rembourserai une partie de ce que j'ai emprunté à l'entreprise. Camille éclata de rire. Philippe, tu m'as volé, et maintenant tu comptes me rembourser? Camille, sois raisonnable, dit-il d'une voix basse et pressante. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, elle pourrait durer des années. Tu n'as aucune garantie de toucher un centime. Quand Camille raccrocha, elle réalisa que ses mains étaient stables pour la première fois depuis 3 ans. Calme et sereine, elle se sentait enfin maître de la situation. Dans le centre de réadaptation improvisé, les activités se déroulaient sous couvert de rencontres amicales. Lucas avait imaginé un système ingénieux, de petits groupes circulaient dans le jardin toute la journée, garantissant ainsi à chacun son tour sans avoir l'impression d'être dans une exploitation commerciale. Bernard s'est investi à fond dans chaque séance. Ses progrès ont été stupéfiants, il pouvait désormais rester debout sans aide pendant plusieurs minutes et bouger ses jambes avec un effort délibéré. Monsieur Bernard, aujourd'hui, nous allons essayer quelque chose de nouveau, annonça Lucas lors d'une séance matinale. Nous allons tenter quelques pas. Camille, qui observait depuis le porche, sentit son cœur s'emballer. Bernard avait déjà essayé, sans succès, s'effondrant au moindre effort. Lucas aida Bernard à se relever en le calant sous les bras. Respire profondément. Ne pense pas à tes jambes, concentre-toi simplement sur ta progression. Bernard fit un pas tremblant, puis un autre. Au troisième, ses genoux cédèrent et il serait tombé si Lucas ne l'avait pas rattrapé. Presque, s'exclama Lucas. Tu étais si près. Ce ne sont que 3 pas, murmura Bernard, la honte tintant sa voix. 3 pas, c'est déjà une victoire, dit Madame Leroy en s'avançant. Quand j'ai commencé ici, je ne pouvais même pas me tenir debout. Aujourd'hui, j'ai nettoyé toute ma maison. Ces paroles ont profondément touché Bernard, plus que tout ce que sa fille avait pu dire. Les encouragements de quelqu'un qui connaissait bien ce combat étaient d'une grande force. Cet après-midi-là, Philippe arriva sans prévenir mais cette fois, il n'était pas seul. 2 hommes en costumes élégants le suivirent à travers le portail. « Camille, voici mes avocats, dit-il en désignant le couple silencieux d'un signe de tête. Ils ont une proposition à te proposer. Je ne suis pas intéressé, répondit fermement Camille. Tu ne voudrais pas au moins l'entendre, insista Philippe. L'avocat, plus grand, sortit une épaisse enveloppe. 1 million d'euros, en liquide, dans les 48 heures. Camille hésita. C'était plus que ce que Philippe avait volé à l'origine. En échange, a poursuivi le deuxième avocat, vous abandonnez toutes les poursuites et signez un accord de confidentialité. Si vous refusez, nous vous reverrons au tribunal. Il se pencha en avant, le regard froid. Croyez-moi, ce sera long et coûteux pour tout le monde. Vous avez 2 jours pour décider. Après leur départ, Lucas s'est glissé hors de derrière la porte, les yeux écarquillés. J'ai tout entendu, a-t-il dit. Tu crois qu'ils ont peur? Demanda Camille à voix basse.
S'ils étaient sûrs de gagner, ils ne feraient pas d'offre, ils attendraient de vous écraser au tribunal. Sa logique simple le blessait. Ce soir-là, Camille était assise avec son père dans le jardin. 1 million d'euros résoudrait nos problèmes financiers, soupira-t-elle. Bernard secoua la tête. Ça pourrait arranger les choses, mais pas la justice. Je ne te comprends pas. Il a volé, menti, falsifié des documents, brisé notre famille. S'il ne paie pas, il recommencera, peut-être à quelqu'un d'autre. Camille se pencha en arrière, contemplant le matériel improvisé que Lucas avait installé pour la séance de demain. Tu crois que l'argent fait tourner ce centre? Elle marqua une pause, puis admit, c'est Lucas qui le maintient en vie, et il n'a pas besoin d'une fortune pour aider les gens. Le lendemain matin, Camille appela Philippe. Je refuse ton offre. Tu fais une erreur, aboya Théil. Tu as détruit ma famille par cupidité. Maintenant, tu vas le payer, répondit Camille froidement. Bonne chance avec ça, ricana Théil avant de raccrocher. Quelques heures plus tard, une équipe de la police judiciaire a fait irruption aux portes de la villa, munie d'un mandat de perquisition. Nous avons reçu une plainte concernant une clinique médicale non agréée, a annoncé le commissaire. Camille les guida jusqu'au jardin, où Lucas fit faire de légers étirements à 5 patients. Le commissaire fronça les sourcils. C'est l'adresse? Ces gens font du sport dans mon jardin, a déclaré Camille. On ne demande rien. Il n'y a ni matériel médical, ni ordonnance. Le commissaire a regardé Lucas, un garçon de 10 ans, faire une démonstration de mouvement de base à des adultes consentants. Avez-vous une formation médicale, a-t-il demandé. Aucun, monsieur. J'ai appris ces exercices de mon grand-père, et je les enseigne à quiconque me le demande. Et vous faites payer ça? Non, monsieur. On s'entraide. Après 40 minutes de recherche, la police n'a rien trouvé d'illégal. Je m'excuse pour le dérangement, a dit le commissaire à Camille. Alors qu'il partait, Lucas murmura, je ne pense pas que cet homme abandonnera facilement. Je sais, répondit Camille. Mais nous non plus. Cet après-midi-là, le téléphone de Camille sonna. C'était Madame Leroy, la voix tremblante. Camille, quelqu'un est venu à mon travail. Il a dit que si je continuais à venir ici, je perdrais mon emploi. Comment a-t-il su où tu travaillais? Demanda Camille. Je ne sais pas. Mais il connaissait mon adresse, les noms de mes enfants, tout. Un frisson parcourut Camille. Philippe augmentait la pression. Madame Leroy, dit-elle doucement, vous n'êtes pas obligée de venir si vous avez peur. Mais j'en ai besoin. Pour la première fois depuis 2 ans, je peux marcher sans douleur. Je ne le laisserai pas m'en empêcher. Camille raccrocha, le cœur serré. Philippe s'en prenait aux patients eux-mêmes cruels, mais efficaces. Le lendemain matin, seules 3 personnes se présentèrent. Lucas dissimula son inquiétude, mais Camille la vit dans ses yeux. Ce soir-là, Camille était assise à son bureau et réfléchissait. Si Philippe intimidait les patients un par un, la solution était peut-être de les unir tous. Le lendemain, elle demanda à Lucas d'organiser une réunion dans la salle paroissiale locale. « Je veux que tout le monde entende la vérité », lui dit-elle. « Peut-être que s'ils comprennent, ils auront moins peur. » Lorsque les patients se sont rassemblés, Camille a raconté l'histoire, le vol de Philippe, ses menaces, la proposition des avocats. « Vous avez parfaitement le droit d'avoir peur, » a-t-elle dit. « Il est puissant et dangereux. Si vous ne voulez plus venir, je comprends. » Madame Leroy se leva. « J'ai passé 30 ans dans une usine. J'ai vu des hommes puissants brutaliser les ouvriers. Ils ne se sentent forts que lorsqu'on est seul. » Monsieur Dupont se leva ensuite. « Je suis d'accord avec Madame Leroy. Philippe peut menacer l'un de nous, mais il ne peut pas nous menacer tous en même temps. » Élodie, la jeune femme dont la mobilité s'était tellement améliorée, prit la parole la dernière. « Tu m'as sauvé la vie. Je ne pouvais pas travailler à cause de mes jambes, maintenant, je subviens à nouveau aux besoins de mes enfants. Je ne t'abandonnerai pas. » Un par un, ils ont apporté leur soutien. La voix de Madame Leroy a retenti, nous continuerons à venir à chaque séance. Si Philippe veut menacer quelqu'un, il devra nous menacer tous. La salle s'emplit de hochements de tête déterminés. Ensemble, ils se lèveraient et, ensemble, ils vaincraient. Philippe pensait pouvoir nous intimider, mais dès que la nouvelle s'est répandue, tout le monde s'est mobilisé.
Dès le lendemain, au lieu de 3 visiteurs inquiets, 40 personnes se sont présentées à notre domicile. Nombre d'entre eux étaient des amis ou des proches des patients, attirés par le simple désir de témoigner leur soutien. Lucas a décidé d'organiser une séance collective dans le jardin. Nous avons vite compris qu'il n'y avait pas assez de place pour que tout le monde puisse participer aux exercices, mais la présence de tant de visages bienveillants a envoyé un message fort, notre communauté était unie. Au milieu de la séance, Philippe est apparu. Il a garé sa voiture devant le portail et a observé la foule, mais n'a pas eu le courage de sortir. Il a observé de l'intérieur pendant quelques minutes, puis est parti. Il a parfaitement compris le message, il ne combattait plus seulement notre famille, mais toute une communauté qui se ralliait à nous. Dans les jours qui ont suivi, le soutien au centre de rééducation a connu une croissance surprenante. Des commerçants locaux ont fait don de matériel pour nos exercices. Une école d'infirmières voisine a proposé à des étudiants bénévoles d'assister aux séances. Même un physiothérapeute à la retraite s'est proposé pour enseigner à Lucas des techniques plus avancées. « Madame Camille, je n'ai jamais rien vu de tel », dit Lucas un après-midi, debout près du jardin animé. « On dirait que tout le monde veut t'aider. »« C'est parce que tu as planté une graine, Lucas, » répondit doucement Camille. « Et maintenant, elle pousse. » Grâce à cet élan de bienveillance, les progrès de Bernard s'accélérèrent. Inspiré par le dynamisme de la communauté, il commença à participer non seulement comme patient, mais aussi comme co-organisateur. « Camille, je veux faire quelque chose pour aider », annonça-t-il un jour. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « J'aimerais raconter mon histoire, comment je suis arrivé ici et comment je me bats pour y revenir. »« Tu es sûr » hésita Camille. « Oui » dit-il fermement. « Peut-être que cela pourra aider d'autres personnes qui traversent la même épreuve. » Le samedi suivant, Bernard a donné sa première conférence publique au centre. Il a parlé avec franchise de sa dépression et de la façon dont la trahison de Philippe avait porté atteinte non seulement à ses finances, mais aussi à sa volonté de vivre. « Je croyais ma vie finie », avoua-t-il à la trentaine de personnes réunies. « Je pensais ne jamais être utile à personne. Mais ce jeune homme, fit-il en désignant Lucas d'un signe de tête, m'a appris qu'on ne cesse d'être utile que lorsqu'on cesse d'essayer. » Les larmes ont rempli la salle. Beaucoup ont reconnu leur propre douleur dans les paroles de Bernard et l'ont encouragé à reprendre la parole. « Papa, tu as un vrai don », lui a dit Camille après coup. « Tu devrais donner plus de conférences. »« C'est exactement ce que je compte faire », répondit Bernard. « Je crois avoir trouvé ma nouvelle vocation. » Pendant ce temps, l'avocat de Camille poursuivait l'affaire contre Philippe. Lors d'une réunion stratégique, le docteur Lemoine a expliqué, Philippe temporise car il sait qu'il sera condamné. Il essaie de négocier une peine plus légère. Quel genre d'accord propose-t-il ? Demanda Camille. Il admettrait ses crimes en échange d'une réduction de peine de prison et d'une mise à l'épreuve, a déclaré le docteur Lemoine. Acceptez-vous ? Camille réfléchit attentivement. Je veux que Philippe paie pour ce qu'il a fait, dit-elle doucement, mais je ne veux pas que notre famille soit piégée dans une bataille juridique pendant des années. Nous avons des choses plus importantes à faire. Cette nuit-là, elle et Bernard ont discuté jusque tard dans la soirée. « Qu'en penses-tu » demanda Camille. « Je pense que Philippe a déjà perdu tout ce qui lui tenait à cœur, son pouvoir, sa réputation, son entreprise, répondit Bernard. Même la prison n'y changera rien. Si vous acceptez l'accord, il devra restituer tout l'argent, payer de lourdes amendes et vivre avec un casier judiciaire. Notre famille peut enfin tourner la page. » Le lendemain matin, Camille a appelé l'avocat pour accepter. Philippe a accepté d'avouer, de restituer les fonds volés avec intérêt, de payer une amende de 500 000 € et de purger une peine de 5 ans avec sursis. C'est une sage décision, lui assura le docteur Lemoine. Vous récupérerez bien plus que ce que vous avez perdu, et vous retrouverez la paix nécessaire pour reconstruire. 2 semaines plus tard, Philippe est venu pour un dernier rendez-vous. Il avait l'air humble, vêtu simplement et dans une vieille voiture modeste. « Camille, je voulais m'excuser en personne, dit-il doucement. Vos excuses ne rendront pas à mon père les 3 années qu'il a passées en fauteuil roulant, répondit Camille. Je sais, murmura-t-il. Mais je veux que tu saches à quel point je suis désolé. Que vas-tu faire maintenant ? Demanda doucement Camille. Je ne sais pas, a-t-il admis. J'ai perdu mon entreprise, ma maison, ma famille. Ma femme m'a quitté quand elle a appris la vérité. Camille regarda l'homme qui avait été le bourreau de sa famille. Il ne semblait plus redoutable,
juste fatiguée et vaincue. Philippe, tu es encore jeune, dit-elle finalement. Tu peux prendre un nouveau départ. Commence par demander pardon à tous ceux que tu as blessés, puis trouve un moyen d'aider les autres plutôt que de les détruire. En partant, Camille sentit qu'un chapitre important de sa vie était enfin clos. De retour au centre de réadaptation, les activités ont continué de prospérer grâce aux fonds récupérés. Camille a pu officialiser ses opérations, acheter du matériel spécialisé et embaucher des professionnels qualifiés. Lucas, alors âgé de 11 ans, était devenu le coordinateur de facto du centre. Il organisait des séances, formait de nouveaux bénévoles et inventait des techniques alliant kinésithérapie et soutien émotionnel. Encore une chose, Lucas, dit Camille un après-midi alors qu'il rangeait le matériel de la journée. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-il en levant les yeux. Je veux que tu vives ici avec nous, officiellement, en tant que membre de notre famille. Vraiment? Les yeux de Lucas s'illuminèrent. Et mes amis du quartier, ils peuvent venir aussi? On a de la place pour tout le monde, sourit Camille. Tu as complètement changé nos vies. Il est normal que nous changions la tienne. 2 mois plus tard, la maison était transformée en une sorte d'école familiale. Lucas et 4 de ses amis y vivaient, fréquentaient une école privée du quartier et participaient à la gestion du centre. Bernard avait non seulement retrouvé l'usage complet de ses jambes, mais il était devenu l'orateur vedette du centre. Ses conférences sur la résilience et le renouveau attiraient des visiteurs de tout Lyon. « Papa, tu es une célébrité locale maintenant », a taquiné Camille un soir alors qu'une longue file se formait pour lui parler après une conférence. « Ce n'est pas la célébrité », a-t-il répondu, juste un homme qui a appris que tomber n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle ascension. Le centre de réadaptation communautaire était devenu un modèle régional, non seulement pour ses résultats physiques, mais aussi pour l'approche centrée sur l'humain que Lucas avait inculquée à chaque membre de l'équipe. La physiothérapie ne se limite pas aux muscles et aux articulations, a expliqué Lucas à un groupe d'étudiants infirmiers en stage. Elle prend en charge la personne dans sa globalité, ses peurs, ses rêves et ses histoires. Camille observait les transformations autour d'elle avec un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu. Son agence de marketing avait fait faillite, tout comme l'entreprise de construction de son père, mais elle avait désormais quelque chose de bien plus important, un véritable but. « Lucas, puis-je te demander quelque chose ?» lui dit-elle un soir alors qu'il rangeait du matériel pour le lendemain. « Bien sûr, Madame Camille, » répondit-il. « Pourquoi as-tu arrêté notre voiture sur la route ce jour-là » Lucas sourit. « Vous aviez l'air de gens qui ont besoin d'aide. Mon grand-père disait toujours que lorsqu'on voit quelqu'un dans le besoin, il faut essayer de l'aider. » Mais comment savais-tu que tu pouvais réellement aider mon père, insista Camille. Je ne l'ai pas fait, admit Lucas. Je savais seulement qu'il fallait essayer. Et si ça ne marchait pas, au moins on aurait essayé. Mon grand-père disait que le seul véritable échec, c'est de ne pas essayer. Camille serra dans ses bras le garçon qui avait sauvé sa famille. Lucas, tu sais que tu es un cadeau dans nos vies, n'est-ce pas? Vous êtes aussi un cadeau pour moi, Madame Camille, murmura-t-il. 6 mois plus tard, le centre de réadaptation sociale de Lyon accueillait plus de 200 personnes chaque mois. Il était devenu un modèle pour d'autres villes, dont les professionnels venaient découvrir les méthodes innovantes de Lucas. Bernard s'est rendu avec assurance à son prochain rendez-vous, non pas en tant que patient, mais en tant que consultant pour les familles confrontées à des crises comme la sienne. « Papa, tu as l'air d'être une personne complètement différente », observa Camille un matin alors qu'il se préparait pour une autre conférence. « Je le suis, dit-il. L'homme qui a passé 3 ans en fauteuil roulant n'existe plus. »« Qu'est-ce qui a changé ?» a-t-elle demandé. « J'ai appris que la vie ne s'arrête pas avec une chute, » répondit-il. « Parfois, il faut tomber pour découvrir qui l'on est vraiment. »« Et qui es-tu, vraiment ?» insista doucement Camille. « Un homme qui veut aider les autres à se relever. » Lucas, maintenant âgé de 12 ans, avait grandi et mûri, tout en conservant la même simplicité et la même sagesse qui avait charmé Camille dès le premier jour. « Lucas, est-ce que tu comptes faire des études de kinésithérapie quand tu seras plus grand ?» demanda Camille, pleine d'espoir. « Qu'est-ce que tu vas étudier ?» demanda-t-elle, la curiosité brillant dans ses yeux. « Je ne sais pas encore », répondit Camille d'une voix assurée. « Mais quel que soit mon choix, je veux continuer à aider les gens. » Elle sourit doucement. Mon grand-père disait toujours qu'il y a de nombreuses façons de guérir, pas seulement par la médecine ou l'exercice. Parfois, c'est aussi simple qu'un mot gentil, un sourire sincère ou une étreinte chaleureuse. Ton grand-père était un homme sage,
acquiesça Lucas en contemplant le jardin où leur voyage avait commencé. L'espace regorgeait d'équipements de kinésithérapie, de plantes médicinales que Lucas les avait encouragés à cultiver, et d'une petite scène où Bernard donnait désormais ses conférences. « Crois-tu que ton grand-père imaginait tout cela lorsqu'il t'a appris ces exercices ?» se demanda Camille à voix haute. « Je crois qu'il savait que si j'aidais une personne, cette personne voudrait en aider d'autres, et ainsi de suite comme planter une graine. » Lucas marqua une pause, les yeux brillants. « Exactement. Mon grand-père a planté une graine en moi. J'en ai planté une en ton père. Il en a planté d'autres en d'autres. Maintenant, il y a tout un jardin. » Cette nuit-là, Camille resta éveillée, non pas par inquiétude, mais par excitation face à ce qui l'attendait. Le centre était en plein essor, de nouveaux partenariats se formaient chaque jour, et les invitations à ouvrir des antennes dans d'autres villes arrivaient presque aussi vite qu'elle pouvait y répondre. Dans le silence précédant l'aube, un léger bruit la réveilla. Regardant par la fenêtre, elle vit Bernard marcher seul sous le clair de l'innocent fauteuil roulant, Nicane juste lui, avançant lentement comme s'il savourait le chemin parcouru. Elle se précipita dehors. « Papa, qu'est-ce que tu fais debout ?» Bernard se retourna, le visage radieux. « Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à tout ce qui avait changé. Il y a 1 an, je croyais que ma vie était finie. Je ne voyais plus de sens à rien. Maintenant, je me réveille chaque matin avec l'envie de voir qui je pourrais aider. » Le cœur de Camille se serra. C'est une sensation merveilleuse. C'est le meilleur sentiment au monde, dit-il en lui prenant la main. J'ai appris que la vie n'a de sens que si nous faisons une différence dans la vie des autres. Et Lucas t'a appris ça, demanda-t-elle. Lucas m'a appris beaucoup de choses, répondit Bernard en souriant. Mais surtout, qu'on peut toujours recommencer, quel que soit notre âge, quel que soit notre passé. Ensemble, ils ont marché en silence dans le jardin, désormais symbole de renouveau pour toute leur communauté. Camille, puis-je partager un secret, demanda Bernard, s'arrêtant là où Lucas avait mené sa première séance. Bien sûr, papa. Le jour où Lucas est apparu sur la route, j'étais prête à abandonner. Je ne voyais aucune raison de continuer. Ce n'est pas l'espoir de remarcher qui m'a sauvé, mais le fait de voir qu'il existe des gens dans ce monde prêts à aider des inconnus sans rien attendre en retour. Maintenant, je sais que le monde est rempli de gens comme Lucas ou des gens bienveillants. Il suffit d'être assez ouvert pour les voir. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une décision à prendre, il était temps de partager leur histoire. Elle appela le journaliste local qui s'était montré intéressé par le centre. « Je veux raconter toute notre histoire », a-t-elle déclaré, depuis le jour où Philippe nous a volé notre entreprise jusqu'au jour où Lucas nous a trouvés sur le bord de la route. L'article parut ce dimanche-là et eut un écho bien supérieur à ce que Camille avait imaginé. Le téléphone sonna sans interruption pendant 1 semaine, des familles de tout le pays étaient impatientes de reproduire le modèle du centre. Un matin, Yvette annonça « Madame Camille, un homme est ici pour vous voir. Il dit s'appeler Philippe, et que vous le connaissez. » Camille retint son souffle. Philippe était arrivé sans prévenir après des mois de silence. « Laissez-le entrer, dit-elle. » Il entra avec hésitation, l'humilité remplaçant l'arrogance. « Camille, j'ai lu l'article. Je suis tellement fier de ce que tu as construit. Si je peux t'aider de quelque façon que ce soit. » Camille observa l'homme qui avait été son plus grand ennemi. « Quel genre d'aide ? » « Je ne sais pas, rien, a admis Philippe. Je veux contribuer d'une manière ou d'une autre. Parce que je t'ai donné une leçon, dit-il doucement. Tu m'as montré que même quand tout va mal, il est possible de construire quelque chose de beau. Camille réfléchit à cela. Il y a une chose que tu peux faire, dit-elle. Quoi ? Vous pouvez partager votre histoire ici, au centre, comment vous en êtes venu à voler vos amis, ce que vous avez ressenti par la suite et ce que vous en avez appris. Pensez-vous que les gens vous écouteront ? J'en suis sûr, a-t-il dit. Tant de gens font des erreurs comme la mienne. Peut-être que mon expérience pourra épargner à d'autres familles notre souffrance. Je le permettrai, dit Camille, mais seulement si Lucas approuve, c'est lui qui a créé cet endroit. Philippe a trouvé Lucas dans le jardin, animant une séance pour un groupe de seniors. Lucas, puis-je te parler, a demandé humblement Philippe. Bien sûr, répondit Lucas, le regard perçant. Je m'appelle Philippe, commença l'homme. J'ai causé des ennuis à la famille de Madame Camille. Je suis désolé pour ce que j'ai fait et je veux aider. Que veux-tu faire ? Demanda Lucas.
J'aimerais raconter mon histoire, montrer comment les choses peuvent mal tourner lorsque nous faisons de mauvais choix. Lucas hocha la tête pensivement. Mon grand-père disait toujours que tout le monde méritait une seconde chance, s'il voulait vraiment changer. Et vous? Je veux changer, dit Philippe avec sérieux. Je veux faire quelque chose de bien pour le reste de ma vie. Très bien, dit Lucas en lui tendant la main. Tu peux nous aider. Quoi que tu aies fait. 3 mois plus tard, Philippe était devenu l'un des intervenants les plus prisés du centre. Sa présentation sur la lutte contre la corruption a attiré des professionnels de toute la région. C'est étrange de voir Philippe aider les gens, a déclaré Camille après une conférence. Pourquoi étrange, demanda Lucas. Parce qu'il était notre ennemi. Mon grand-père disait qu'il n'y a pas d'ennemi qui ne puisse devenir un ami, si quelqu'un lui en donne l'occasion, répondit Lucas. Ressens-tu de la colère envers lui pour ce qu'il a fait, demanda-t-elle. Non, dit Lucas. La colère ne blesse que celui qui la ressent. De plus, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, on ne se serait jamais rencontrés. Camille s'émerveillait chaque jour de la sagesse simple de Lucas. Comment fais-tu pour toujours voir le bon côté des choses, demanda-t-elle. Mon grand-père m'a appris que chaque mauvaise situation apporte quelque chose de bon, il suffit de la chercher. Et qu'est-ce qui est ressorti de bon des difficultés de votre famille, insista-t-elle. Vous avez découvert que vous étiez plus fort que vous ne le pensiez, vous avez aidé des centaines de personnes et vous avez gagné une nouvelle famille, a-t-il répondu avec un sourire, en désignant les bénévoles rassemblés autour d'eux. Émue, Camille serra Lucas fort dans ses bras, comme elle le faisait tous les jours. Sais-tu que tu es le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, murmura-t-elle. Tu es un cadeau pour nous tous, répondit doucement Lucas. 1 an après l'ouverture du centre, leur jardin d'espoir a continué de prospérer, touchant des vies bien au-delà de ses portes. La mairie de Lyon a invité Camille à une réunion spéciale afin d'étudier la possibilité de transformer son projet local en programme municipal officiel. Nous souhaitons reproduire votre modèle dans d'autres quartiers, a expliqué la secrétaire d'État à la santé de la ville, promettant un financement et une équipe technique dédiée. Camille l'a étudié attentivement. C'est une offre alléchante, a-t-elle répondu, mais j'ai quelques conditions. Premièrement, Lucas doit assurer la coordination pédagogique de chaque centre. Deuxièmement, nous devons toujours privilégier l'aspect humain des soins, et pas seulement les résultats physiques. Troisièmement, les communautés locales doivent jouer un rôle actif dans la gestion. La secrétaire a souri. Nous sommes entièrement d'accord. Quand pouvons-nous commencer? Dès que Lucas aura donné son accord. Quand Camille fit part de la proposition à Lucas, il se tut, perdu dans ses pensées. Madame Camille, qu'en pensez-vous? Demanda-t-il finalement. Je vois ça comme une chance d'aider encore plus de gens, dit-elle, mais je m'inquiète, si ça prend trop d'ampleur, risquons-nous de perdre l'esprit de famille et de solidarité que nous avons bâti ici? Lucas secoua doucement la tête. On ne perdra pas cet esprit, ça dépend de comment on s'organise. Et si ça ne marche pas, on essaiera autrement. Grand-père ne disait-il pas toujours que l'important, c'est d'essayer? Camille le regarda et hocha la tête. Lucas sourit. Bon, alors, on essaie. 6 mois plus tard, Lyon comptait 5 centres de réadaptation communautaire florissants. Chacun d'eux respectait la philosophie directrice de Lucas, tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de son quartier. Bernard était devenu une sorte d'ambassadeur du projet, se rendant dans les villes voisines pour enseigner aux autres familles le processus de réussite personnelle. Un après-midi, Camille le trouva dans la cour ensoleillée du jardin, son fauteuil roulant garé sous un arbre en fleurs. « Papa, n'es-tu pas épuisé par tous ces voyages ?» demanda-t-elle. Les yeux de Bernard brillèrent. Après 3 ans coincé dans ce fauteuil, chaque mouvement est une bénédiction, répondit-il. Et partager notre histoire, ça me comble de joie. Chaque famille que nous aidons rend nos épreuves plus que suffisantes. Lucas, alors âgé de 13 ans, conciliait ses études avec la coordination des centres et le développement de nouvelles techniques thérapeutiques. Bien qu'il soit devenu une célébrité locale, il restait toujours aussi terre à accent grave terre. Après une interview télévisée, Camille le taquina, « Toute cette attention te met-elle mal à l'aise ?» Il rit. Pas du tout. Grand-père m'a appris que lorsqu'on a une chance de faire le bien, il faut la saisir. Et si jamais on s'arrête, il faut tout simplement recommencer. L'essentiel est de ne jamais cesser d'aider les autres. 2 ans jour pour jour après leur rencontre fatidique au bord de la route, Camille classait des papiers dans son bureau lorsqu'elle tomba sur le tout premier article de journal concernant leur centre.
Son regard se brouilla d'émotion tandis que les souvenirs lui revenaient. Lucas apparut dans l'embrasure de la porte. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Je réfléchis juste au chemin parcouru, » répondit-elle. Il s'approcha. « Tu veux savoir quelque chose ? Le jour où j'ai arrêté ta voiture, je ne savais pas si tout ça marcherait. Je savais juste qu'il fallait essayer. Grand-père disait toujours qu'il n'était pas nécessaire de voir la fin, il fallait juste commencer le premier chapitre. » Il marqua une pause. « Tu crois que notre histoire est terminée ? » Camille secoua la tête, souriant à travers ses larmes. « Non. Je crois que nous n'en sommes qu'au tout début. » À travers la fenêtre, il pouvait voir la nouvelle plaque à l'entrée, proclamant fièrement. Bernard Dubois réadaptation communautaire, là où la guérison commence dans le cœur. Ce soir-là, Camille se tourna vers Lucas pour une dernière question. Si tu pouvais remonter le temps, changerais-tu quelque chose ? Après un moment de réflexion, il répondit doucement, je ne changerai rien. Chaque triomphe, chaque échec nous a menés ici, là où la vie s'épanouit véritablement. Camille le serra doucement dans ses bras, lui, le garçon qui avait transformé leur vie à jamais. Lucas sourit. Merci d'avoir arrêté notre voiture ce jour-là. Camille rit en essuyant une larme. Non, merci de m'avoir arrêté, monsieur Lucas. La fin. Qu'avez-vous pensé du parcours de Camille, Bernard et Lucas ? Croyez-vous que de petits gestes de gentillesse peuvent changer des vies ? Si cette histoire vous a touché, aimez-la et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants d'espoir et de résilience.